Bonsoir, Chérif, mesdames, messieurs, bonsoir. Des informations chaudes venant d'Addis Abeba à l'occasion du 21e sommet de l'Union africaine. Informations que nous commenterons ce soir avec notre invité Ousmane Khouma, enseignant-chercheur en droit public et sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est surtout chargé du cours de régionalisme africain. Bonsoir, Ousmane Khouma. Bonsoir, Mamoudou. Bathily ne passe pas, c'était le candidat du Sénégal pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Commentaire à chaud? On ne peut pas avoir que des succès dans la vie. La diplomatie sénégalaise a enregistré beaucoup de succès récemment. L'élection au Conseil de sécurité des Nations Unies, une belle présidence, succès diplomatique au niveau de la CEDEAO. Est-ce que c'est un échec? C'était une compétition et le Sénégal n'a pas totalement démérité à jouer. Manifestement, le Tchadien a mieux joué. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. Alors, si on veut analyser plus en profondeur, peut-être la candidature du professeur Bathily un peu tardive, peut-être une évaluation pas très précise du nombre de voix qu'on pouvait engager, un comité carrément de soutien à sa candidature, etc. Mais on peut toujours refaire le match après coup. L'erreur fatale avait été, à mon avis, de considérer que le vote de l'ensemble des États de la CEDEAO, c'était quelque chose d'acquis. Oui, alors justement. Il y a eu des fissures apparemment. Oh, c'est tout le temps comme cela. Entre anglophones, francophones, très souvent des frictions de cette nature. Et puis, cette première élection qui a eu lieu, 7 tours sans élection, on s'est précipité en disant les candidatures n'étaient pas d'une très bonne envergure. Ça a un peu frustré l'Afrique centrale, etc. Bon, bref. Oui. L'Afrique centrale avec le Tchadien, donc Moussa Faki Mahamat, c'est quand même un francophone qui succède à la sud-africaine anglophone, Madame Zuma. Oui, mais qui est de l'Afrique centrale, qui avait subi cet affront que non, on ne peut pas élire les autres parce qu'ils n'étaient pas d'envergure. Et puis une autre chose, c'est que c'est un Tchadien avec un très beau profil, 8-9 ans en ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre. Et puis le Tchad, l'enjeu majeur au niveau de l'Union africaine, c'est la question de la paix et de la sécurité. Oui, il y a un leadership que joue aujourd'hui le président tchadien. Très clairement. Le Tchad, leadership que joue aussi le président Macky Sall, non? Bon, ça se joue pas à ce niveau-là. C'était pas la compétition entre le président sénégalais et le président tchadien. C'était une compétition très compliquée, 54 États qui votent, etc. Et sur les questions de paix et de sécurité, le Tchad est exempt pour avoir contribué plus que quiconque sur le continent sur ces questions-là. Et il n'y a pas que de succès dans la vie. La diplomatie sénégalaise fait du bon travail. Ce n'est pas un camouflet diplomatique pour notre pays? De mon point de vue, non. La candidature du professeur Bathily était une très belle candidature. On n'avait que l'embarras du choix pour ces candidatures. Le Sénégal a fait ce qu'il fallait. Ce sont des élections extrêmement compliquées où vous ne pouvez pas savoir par avance ce que vont décider les électeurs parce que le secret est toujours très bien gardé. Alors, candidature peut-être un peu tardive et puis on a sous-estimé peut-être le candidat tchadien et le travail que fait le Tchad. Est-ce que le Sénégal aurait payé pour son soutien ferme, affiché au Maroc, à la réintégration du Maroc, alors, qui est acquise d'ailleurs à ce sommet-là? Mamoudou, ça je ne le crois absolument pas. Si on regarde juste le calendrier, au moment où le Sénégal annonce la candidature et au moment où le roi du Maroc fait ce merveilleux discours envisageant le retour du Maroc, on voit bien que les deux choses ne sont absolument pas liées. Dans ce cas, comment se fait-il qu'on plébiscite le retour du Maroc et qu'on recale le candidat du Sénégal? Non, il faut arrêter ce débat, il est absolument erroné. Qu'est-ce qui nous a fait perdre? Bon, je dis nous, disons, le candidat du Sénégal, Abdoulaye Bathily. Le fait que l'autre candidature a été mieux menée, ce n'est pas un examen, c'est un concours, c'est une compétition. Il ne suffit pas d'être bon, il faut être meilleur. Mais beaucoup de ministres quand même ont été envoyés auprès de chefs d'État africains par le président Macky Sall, qui s'est personnellement impliqué. Le Sénégal annonce la candidature du professeur Bathily au mois de mai. Au mois de mars, les candidatures étaient déjà clos. La première élection, on n'a pas obtenu les 2 tiers. Donc la candidature, 1, est tardive. 2, c'est la personnalité de Bathily, la qualité de notre diplomatie, l'engagement de notre président qui fait que la candidature devient crédible. Mais les autres ne sont pas restés en train de dormir. Et honnêtement, quand on regarde le profil du Tchadien et le leadership en matière de paix et sécurité du Tchad, le Sénégal n'a pas à rougir. Il n'y a pas que du succès dans la vie, Mamoudou. Toujours est-il que c'est un ministre des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui président de la Commission de l'Union africaine en remplacement de la Sud-Africaine Zuma, qui va se battre dans son pays en Afrique du Sud pour le poste de président
de l'ANC, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dévalorisation de la fonction de président de la Commission de l'Union quand on sait que des chefs d'État ou de gouvernement ont eu à occuper cette fonction? Je veux parler d'Alpha Omar Konaré du Mali, par exemple. Oh oui, mais il n'y a pas de dévalorisation. Le ministre des Affaires étrangères dans un pays, quand même, c'est une fonction éminente. Non, je ne pense pas ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un ancien président l'a été que nécessairement ce sont d'anciens présidents qui l'auraient été. Je veux dire, un ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, tenez, mon grand frère ami Cheikh Tidiane Gadio, il n'aurait pas fait un très beau président de l'Union africaine. Vous l'auriez présenté comme candidat? J'aime beaucoup le professeur Bathily, mais le Sénégal n'avait que l'embarras du choix. Mais honnêtement, de tout cœur, c'est lui que j'aurais présenté si j'en avais la décision. Il y a aussi que Alpha Condé, président de la République de Guinée, devient le président en exercice de l'Union africaine. C'est un voisin du Sénégal. Présidence tournante, voisin du Sénégal, enjeu vers la CEDEAO, les mêmes questions, paix, sécurité, stabilité. Peut-être l'âge de nos présidents qui va jouer, mais bon, ce n'est pas que le président en exercice qui mène la machine de l'Union africaine. Il y a la Commission, il y a le président de la Commission, etc. Et donc, ça montre tout l'enjeu de ce sommet, parce que quand même, l'Union africaine, c'est une machine extrêmement lourde, un système qui ne remplit pas encore tout à fait sa vocation. Et ce qui montre d'ailleurs la désaffection des concitoyens africains par rapport à ces élections. Comment financer l'Union africaine? Vous ne pouvez pas fonctionner, être souverain, être autonome, si votre financement est tributaire de l'extérieur. Il suffirait, par exemple, de regarder ce qui se fait au niveau de la CEDEAO, se financer sur les taxes de façon indirecte, sur les billets d'avion, sur la TVA, etc., une cotisation, puisque les États ne cotisent pas très bien, que ce soit une contribution indirecte prélevée sur les impôts. Justement, dans la réforme qui est envisagée et pilotée par le président rwandais Kagame, il est prévu une taxe de 0,2% sur les importations des pays membres afin d'assurer l'autonomie financière de l'Union africaine. Une bonne chose. Si on n'y arrive pas, c'est même pas la peine. Il faudrait fermer boutique, si vous permettez l'expression. L'Union africaine ne peut pas fonctionner en étant financée par l'Union européenne et d'autres partenaires extérieurs. Même pour ces opérations de maintien de la paix, elle est obligée de tendre la main. C'est une question de souveraineté. Il faut régler ce financement par la contribution des États, si les États ne contribuent pas, par des contributions indirectes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Mamoudou, c'est quand même le fonctionnement. Le budget de fonctionnement engloutit 3/4 ou même 4/5 selon les études du budget de l'Union. C'est-à-dire une bureaucratie, un système qui se protège lui-même, qui tourne sur lui-même et qui ne remplit plus sa finalité. Mais ça éloigne les citoyens de l'idée de panafricanisme ou d'unité africaine. Il faut impérativement alléger la machine et retrouver une souveraineté financière par rapport à l'extérieur pour être mieux à même de régler les questions cruciales que sont l'éducation, l'agriculture, la paix, la sécurité, la stabilité. Le Royaume du Maroc qui réintègre l'Union africaine après plusieurs décennies d'absence, une grosse information pour ce sommet. Qu'est-ce qu'une réintégration du Maroc pourrait avoir comme conséquence dans la marche de l'Union? De très belles conséquences, Mamoudou. Souvenez-vous du discours du roi Mohamed VI, rappelant que c'est son grand-père, Mohamed V, qui avait organisé la conférence de Casablanca avec toutes ses sommités en 1961, parlant déjà à l'époque d'intégration africaine, que c'est son père, Hassan II lui-même, qui avait organisé une conférence sur les mouvements de libération des colonies encore portugaises à l'époque, et que le Maroc est africain et le Maroc demeurera africain. Mais qu'il y a aussi que la République arabe sahraoui et là également, le Maroc devra composer avec cette réalité. C'est un problème qu'il faudra régler, et le Maroc a été extrêmement intelligent de considérer que c'est à l'intérieur de l'Union africaine qu'ils régleront le problème et non pas en dehors. Oui, mais cette république, elle est là, elle est membre de l'Union africaine. Mais s'ils veulent régler... Le Maroc doit accepter cela maintenant. C'est la souveraineté du royaume chérifien, mais en tout cas, ils ne régleront pas le problème en dehors de l'Union africaine. Si solution il peut y avoir, c'est en réintégrant l'Union africaine, et c'est une très belle décision parce que c'est un pays qui devient prospère économiquement, un partenaire privilégié de l'Afrique subsaharienne, et c'est une très très belle nouvelle que le Maroc réintègre l'Union africaine. Le Maroc et sa vieille rivalité avec l'Algérie, l'Union africaine pourrait-elle en pâtir? Non, au contraire, être le cadre qui permettrait cette conciliation. Et
à n'en pas douter, avec les générations prochaines, ce seraient deux moteurs de l'Afrique. Un peu comme la vieille rivalité entre la France et l'Allemagne. Ils n'ont pas le choix, maintenant qu'ils sont au sein d'une même organisation, l'Union africaine, ils sont voisins, ils sont obligés de gérer leur rivalité pour le bien du Maroc et de l'Algérie et pour le bien de l'Afrique. Revenons quand même sur la diplomatie sénégalaise. Il y a plusieurs postes que le Sénégal a perdus, entre guillemets, la FAO, l'OIF, la commission de l'UEMOA avec la démission de notre compatriote Hadjibou Soumaré. Aujourd'hui, Bathily ne passe pas. À un moment, on a senti un peu le retour en force de la diplomatie sénégalaise avec ce poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais avec ce qui s'est passé à Addis Abeba, est-ce que la diplomatie sénégalaise n'a pas perdu de sa superbe un peu? C'est-à-dire que les autres États avancent aussi et c'est à nous de ne pas faire du surplace et de continuer à avancer. Notre diplomatie a été de qualité. Le reste encore, ce ne sont pas les Sénégalais qui le disent, c'est sur la scène internationale que c'est dit. Mais il ne faut pas sous-estimer les autres. Ils apprennent aussi, ils avancent en matière diplomatique. Et je vous dis, quand il y a une compétition, ce n'est pas parce que vous avez mal joué que vous perdez nécessairement. Il fallait un président de la Commission de l'Union africaine. Bon, ça ne veut pas dire que le professeur Bathily n'avait pas le bon profil ou que le Sénégal n'a pas nécessairement fait tout ce qu'il fallait. Ça veut dire que le Tchad a mieux fait. À nous de mieux faire sur les autres compétitions. C'est au cas par cas. Pour la FAO, c'était complètement différent. Mais vous rappeliez cette belle élection à la au Conseil de sécurité des Nations Unies et puis le leadership au niveau de la CEDEAO. Non, notre diplomatie travaille plus que correctement. Là, ce n'est pas un succès et le succès n'est pas toujours un rendez-vous. Je me refuse même à utiliser le terme d'échec. C'est une élection et quand des chefs d'État votent, le secret est très bien gardé et les enjeux sont tels que vous ne pouvez pas être assuré par avance de la victoire. Le sujet CPI a été écarté de l'ordre du jour. Il s'agissait de voir est-ce que les États africains allaient continuer à être membres de la CPI ou pas. Le Sénégal, d'ailleurs, a mis d'entrée de jeu son veto en disant que, écoute, chaque État a adhéré librement. S'il devait y avoir sorti, il faudra aussi le faire librement et de manière individuelle. Ils ont bien fait. Il y avait beaucoup trop de dossiers pour ajouter un dossier aussi lourd. Ouais. Et pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a quelques États qui quittent pour des raisons qui leur sont propres. C'est un signal à la CPI de se réformer, de travailler convenablement et de rassurer les Africains sur l'idée que cette cour n'est pas faite que pour des Africains. Et je pense que c'est la seule chose qu'attendent les chefs d'État africains. Autrement, ils prendront des mesures, mais lors d'autres sommets. Dernière petite question, elle est domestique. Le 30 juillet 2017, date des législatives au Sénégal, le décret du président a-t-il violé l'esprit de l'avis ou de la décision du Conseil constitutionnel sur la durée des mandats en cours? C'est l'avis de la décision qui avait violé l'esprit de la Constitution. Nous ne pensons pas que ce décret, lui, ait violé l'avis de cette décision, les dispositions de cet avis du Conseil constitutionnel. Oui, pourtant, les opposants disent que le 30 juillet, le mandat de cette présente législature aura expiré. Ils ont raison. En matière de droit, on peut toujours chipoter sur les délais, mais ce n'est absolument pas de même nature entre le nombre de mandats et la première décision ou avis du Conseil constitutionnel. Et là, en l'occurrence, c'était juste une modalité technique, à mon avis. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ousmane Khouma, merci. Aujourd'hui, l'Union africaine compte 55 membres avec la réintégration du Maroc. Ousmane Khouma, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il enseigne justement le cours de régionalisme africain. C'est tout, Chérif. Peut-être tu seras candidat pour la prochaine fois. Merci. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.